Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Troubles de la pensée, de l'humeur, manifestations physiques, repli sur soi, tout le monde connaît les signes de la dépression. En relation pour la plupart avec des événements extérieurs, parfois la dépression peut résulter de la conjonction de facteurs biologiques, génétiques, mais aussi de l'environnement social, sociétal et familial de la personne. La dépression de l'adulte, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui et on démarre avec notre question du jour. À quel moment parle-t-on de dépression ? Alors pour y répondre et développer ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur Ibrahim Aboud. Vous êtes psychiatre, chef de service à l'EPSM de la Guadeloupe. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors la première question qu'on se pose, c'est avant de parler de dépression, on sait que tout le monde peut avoir des petits passages de déprime. Comment faire le distinguo ? Alors il faut faire la différence entre une déprime et une dépression. Une déprime, moi je dis toujours à mes patients, parfois on se lève du pied gauche, du pied droit, parfois on est bien, on est un peu moins bien. Mais l'avantage de la déprime, c'est que ça ne dure pas trop longtemps dans le temps. Une dépression, est caractérisée par d'abord une rupture avec un état antérieur, mais surtout elle dure au moins 15 jours. Donc on peut commencer à parler d'une dépression à partir de 15 jours après l'apparition des symptômes. Alors quels sont les éléments qui vont faire porter à coup sûr le diagnostic de dépression ? Alors la dépression, c'est une pathologie avec une expression très complexe parce qu'il y a les symptômes d'abord émotionnels, il y a les symptômes cognitifs et physiques. En fait, les symptômes émotionnels, c'est la tristesse, c'est l'anxiété, c'est la dévalorisation, c'est aussi la pensée négative. Après, on a les symptômes, c'est un groupe des symptômes aussi, les symptômes cognitifs où il y a la pensée suicidaire, les ruminations obsessionnelles, obsessives. Il y a aussi les troubles de mémoire et de la concentration. Et après, il y a la symptomatologie physique où il y a les douleurs, il y a aussi les tentatives de suicide, en fait, les idées suicidaires. Ça peut aussi avoir des troubles du sommeil et des troubles de l'alimentation, troubles du poids, en fait, perte du poids. Donc c'est complexe. Donc le critère de la dépression, c'est il faut surtout d'abord une rupture avec un état antérieur, c'est-à-dire on a changé, on n'est plus la même personne. Il faut qu'elle dure dans le temps. Et après, bien sûr, on ne va pas avoir tous ces symptômes que je vous ai cités, mais on peut dire, si on a 6 ou 7 symptômes de ces trois groupes-là, on peut commencer à parler d'une dépression. Mais souvent, les personnes, au début, sous-estiment ces symptômes-là. Alors, en parler, c'est déjà commencer à se prendre en charge. Alors, il faut dire que dans le monde, 50% des patients dépressifs ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas du tout pris en charge. Et on n'a que 50% qu'on sait qu'ils sont dépressifs et il n'y a que 25% qui sont pris en charge par les médecins. C'est vrai que la dépression, c'est une maladie qui est à bas bruit. Les gens, ils sont repliés, comme vous avez dit, sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas beaucoup, ils sont tristes. Donc, elle n'est pas bruyante comme pathologie. C'est pour ça, effectivement, c'est à la famille, quand elle trouve qu'il y a une rupture avec un état antérieur, où on trouve qu'il y a un changement du comportement, s'adresser effectivement aux médecins généralistes de famille, de la famille, pour évoquer ces troubles. Alors, à partir de quel âge on peut être concerné par cela ? Est-ce qu'il y a des âges ou bien ça peut concerner tout le monde ? Alors, ça peut concerner les enfants, comme ça peut concerner les adultes et les adolescents. Il n'y a pas un âge précis pour la dépression, mais il faut savoir qu'il y a deux types de dépression. Il y a la dépression exogène, comme vous avez dit vous-même, c'est-à-dire c'est un événement vie tragique ou une rupture sentimentale qui peut provoquer des troubles dépressifs.
Mais il y a aussi la dépression endogène, ce qu'on appelle la dépression unipolaire. Et la dépression unipolaire, c'est une dépression où il n'y a pas un événement vie particulier, où elle va se déclencher d'une manière spontanée. Et souvent, ce type de dépression est beaucoup plus compliqué et plus complexe à traiter que les dépressions réactionnelles. Une espèce de personnalité négative dans tout. En fait, c'est pas une personnalité, c'est ce qu'on peut commencer à parler des troubles bipolaires. Mais quand je dis unipolaire, c'est-à-dire il n'y a pas le pôle avec l'agitation, oui. Il y a toujours la dépression qui est suivie souvent par un intervalle libre et ils font plusieurs épisodes dépressifs dans leur vie. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut mettre des proportions? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont concernés? Alors, malheureusement, il y a plus de femmes dépressives que d'hommes, comme en schizophrénie, il y a plus d'hommes que des femmes. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a la proportion des femmes, elle est plus importante. D'ailleurs, il y a eu une étude de santé mentale en Guadeloupe en 2011 où elle a démontré quand même 11% des Guadeloupéens souffrent de la dépression et qui est un chiffre qui est très proche des chiffres en fait au niveau de métropole. Parce qu'en métropole, c'est 9% de la population qui souffre de la dépression d'une manière instantanée et 20% de la population qui va souffrir à un moment donné de sa vie d'une dépression. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a des facteurs exogènes. Est-ce que les violences faites aux femmes, partout, violences conjugales, dans le travail, dans leur vie familiale, peut être un facteur aussi important ? En fait, la violence va créer de l'anxiété et l'angoisse. Et l'angoisse, si ce n'est pas soigné, il peut se développer dans une complication évolutive vers une dépression. C'est pour ça, bien sûr, la violence aux femmes, c'est un facteur de risque de dépression, comme c'est un facteur aussi anxieux. Au niveau du travail, bien sûr, il y a aussi cette compétition actuelle pour trouver du travail, le chômage, etc. Ça crée de l'anxiété et souvent l'anxiété, elle se développe après en dépression. Alors toujours les femmes, à certaines périodes de leur vie, après l'accouchement par exemple, elles peuvent avoir des périodes de fragilité. Bien sûr, l'accouchement c'est un traumatisme, en fait la grossesse c'est un traumatisme positif, hein. C'est pas un traumatisme, on ne peut pas avoir un traumatisme négatif, mais parfois effectivement ça crée aussi cette angoisse pour son enfant, comment il va être, est-ce qu'il va être en bonne santé, etc. Et souvent on fait effectivement des dépressions postpartum en fait, et on appelle ça le baby blues. Et où les femmes font des dépressions liées directement à leur grossesse. Mais c'est un événement vie comme un autre. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien du coup avec les hormones ? Ça peut être bien sûr hormonal, mais ça peut être traumatisant. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est surtout cet événement, la naissance de l'enfant, comment il va être, comment je vais l'élever, etc. Le questionnement, c'est ça qui est le plus... en fait, les dépressions, l'hormone, c'est lié dans les dépressions des femmes après 50 ans. C'est là où il y a un lien direct avec l'hormone. Mais la grossesse, c'est surtout l'événement vie positivement traumatisant. Alors, chez les personnes âgées, par contre, c'est largement sous-estimé. Tout à fait. Alors le problème, l'expression dépressive chez les personnes âgées, elle est souvent, on appelle ça un pseudo-démentiel. C'est-à-dire, c'est les facteurs, en fait, les symptômes cognitifs qui sont au premier plan. Et souvent, on confond ça avec un état démentiel ou neurodégénératif. Mais en fait, c'est une dépression. Et pour cela, je pense qu'il y a beaucoup de patients ou des usagers qui sont dans les EHPAD qui ont été étiquetés comme déments, mais en fait, ils ont des dépressions qui est avec une expression très cognitive.
Il y a presque comme une sorte de fatalité quand on voit une personne âgée un peu triste, et s'il vient de perdre sa femme, son mari, on se dit bon, de toute façon il va rester triste un peu jusqu'à la fin de ses jours, alors que finalement il existe des remèdes. Il y a surtout que ces troubles de la mémoire et les troubles de la concentration qui vont nous amener vers un diagnostic d'un état démentiel. Mais en fait, si on fait un traitement d'épreuve, parfois il suffit juste de mettre un traitement et on va trouver que ces patients vont retrouver leur mémoire et leur vie d'avant. Alors la situation sanitaire qu'on est en train de vivre, aussi c'est un facteur favorisant. Tout à fait. Nous avons constaté au niveau de l'EPSM qu'il y a eu une augmentation du nombre d'hospitalisations chez les patients pour les troubles anxieux. J'ai en mémoire un patient que j'ai fait hospitaliser pour une bouffée délirante aiguë qui était liée directement au Covid. Il m'a dit « Docteur, je suis mort du Covid il y a 2 semaines ». Donc effectivement, cette crainte du virus qui est invisible, ça crée beaucoup de troubles anxieux chez les patients, mais pas toujours négatifs, parce que par exemple, nos patients qui sont très très anxieux à l'origine, ils ont trouvé ça un refuge, parce qu'à chaque fois on leur disait il faut sortir de la maison, il faut faire des activités, et comme ça on les a laissés en paix, ils n'avaient plus besoin de sortir de chez eux, parce que la situation sanitaire les obligeait à rester à la maison. Alors il y a une tranche d'âge dont on parle peu, et qui sont souvent touchés, c'est les étudiants. On voit que quand même les études maintenant ça devient de plus en plus compliqué, rien que le concours de médecine, comment il est devenu très complexe actuellement, et c'est vrai que les étudiants, il y a une compétition actuellement pour les études qui est un facteur très anxiogène qui amène souvent aux dépressions, mais surtout au suicide, parce qu'on n'a pas parlé de suicide. Le suicide, il y a 14 000 suicides en France, c'est-à-dire dans l'Hexagone et en Guadeloupe par an, dont 70% sont des dépressifs. Parce qu'on considère que le 30% c'était réactionnel, impulsif, mais 70% sont dépressifs. Et souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à surmonter un petit peu la pente, surtout quand ils sont isolés, quand ils sont en déplacement pour faire leurs études dans une autre ville ou dans un autre département. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Le monde du travail aussi, avec toutes les exigences qu'il y a, les pressions de toutes sortes. En fait, depuis le Covid, on a vu qu'il y avait une vague de licenciements et qui a créé aussi une anxiété chez les patients ou les personnes, les usagers en général. Et bien sûr, il y a aussi cette exigence de travail, être à la perfection, etc. La pression des entreprises sur les employés, bien sûr. Alors, lorsqu'on commence à suspecter des symptômes de dépression chez un proche, qui consulter, vers qui le diriger, médecin traitant, psychologue, psychiatre, comment on fait la différence ? Moi, je pense que les médecins généralistes, ils sont très bien formés pour détecter une dépression et pour soigner une dépression. Malheureusement, il y a pénurie de la démographie médicale au niveau des psychiatres, que les psychiatres ils ne sont pas assez nombreux pour traiter toutes les dépressions. Et la dépression, souvent, c'est une période passagère où un traitement instauré ou initié par un médecin généraliste, il peut être suffisant pour sortir de la dépression. Mais bien sûr, après, il y a la deuxième étape, si le traitement instauré par le médecin ne marche pas bien, il peut s'adresser effectivement aux psychiatres libéraux ou au CMP de sa ville pour avoir un avis psychiatrique spécialisé. Alors, une personne consulte son médecin généraliste, comme vous venez de dire, ou vous-même, pour une suspicion de dépression. Qu'allez-vous lui proposer comme prise en charge ? Alors, la dépression, ça ne veut pas toujours dire que c'est un traitement médicamenteux. Ça peut être une psychothérapie simple
Quand il s'agit d'une dépression légère, etc., ou quand c'est réactionnel, on peut traiter les troubles anxieux, c'est-à-dire les symptômes de la dépression, si elle est vraiment légère. Mais je pense que les généralistes, ils sont bien formés pour évaluer une dépression, savoir si elle est légère, moyenne ou sévère. Pour les dépressions moyennes, il y a un traitement médicamenteux. Il y a les tricycliques, il y a les inhibiteurs de récapture de la sérotonine ou noradrénaline, qui sont des médicaments très bien tolérés par les patients. Mais à savoir qu'un traitement pour la dépression, le jour de son instauration, il faut attendre même 3 semaines pour avoir la réponse thérapeutique. Il n'y a pas une réponse, ce n'est pas une cachet d'aspirine. Il faut vraiment lui laisser le temps d'agir. Et un traitement, on ne peut pas le laisser pour 3 semaines. Normalement, il faut qu'il soit au moins pour 6 mois. Voilà, ça c'est le traitement. Pour les dépressions sévères, bien sûr, il y a une combinaison de plusieurs antidépresseurs qu'on peut mettre en place. Sinon, en ce qui concerne le PSM, nous avons Alors, le PSM, précisé pour nous. Alors, c'est l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Donc, c'est un établissement unique qui traite les maladies mentales en Guadeloupe, où il y a deux sites. Un qui est à côté du CHU et l'autre c'est à Saint-Claude. D'accord. Donc cet établissement, donc le PSM, nous avons un département de neurophysiologie clinique où on fait de la neurostimulation, où on fait, c'est un département unique aux Antilles-Guyane parce que nous proposons 3 types de neurostimulation. Et bien justement, on va regarder tout de suite en images ces 3 types de neurostimulation et vous nous expliquerez après. Le PSM, nous avons un département de neurophysiologie clinique qui existe depuis 2004. C'est un département de référence interrégionale Antilles-Guyane pour le traitement des dépressions résistantes et chroniques. Nous avons plusieurs méthodes de neurostimulation pour traiter les dépressions, que nous recevons des patients de toute la Guadeloupe et parfois de la Martinique et Saint-Martin et la Guyane. Pour les dépressions les plus sévères, nous avons la sismothérapie qui se pratique au bloc opératoire sous anesthésie générale. 2 séances par semaine, le lundi et le jeudi, où le patient est complètement endormi, il est anesthésié, où la séance elle dure à peu près 40 de secondes, où après on garde le patient pendant à peu près 1 heure ou 2 sous surveillance. Et cette méthode qui est la plus efficace pour les dépressions, surtout les dépressions très résistantes au traitement, parce que je peux vous donner un ordre de pourcentage, nous avons des réponses positives, c'est-à-dire 92% de réponses positives par rapport à un traitement médicamenteux, même si en double thérapie. C'est-à-dire sur 100 patients très dépressifs, ça va marcher cette méthode pour 92 patients. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8 patients qui ne vont pas répondre à ce traitement. Ça, c'est ce qui concerne les dépressions très résistantes, mais c'est une méthode qui est complexe, qui est quand même, il y a 2 anesthésies par jour, donc on la réserve pour les dépressions très résistantes et très sévères. Par la suite, on a la stimulation magnétique transcrânienne, où on va cibler une partie du cerveau. C'est comme un appareil IRM, avec des ondes électromagnétiques. On va stimuler cette zone qui est, entre guillemets, c'est le PDG du bonheur, qui va améliorer le traitement, et ça on fait à peu près une 20aine de séances de lundi au vendredi, où le patient il est réveillé, donc il n'y a aucune anesthésie, il n'y a aucune douleur. La 3e méthode, nous avons la TDCS, en fait c'est des stimulations à courant direct. Ce sont des petits appareils qu'on remet au patient, qui va faire les séances chez lui à la maison. Ça, c'est réservé pour les dépressions légères à moyennes, mais qui sont quand même résistantes. Nous avons des patients, comme j'ai dit, de toute la Guadeloupe, et
Et nous avons aussi des lits d'hospitalisation pour les dépressions à la clinique des Amandiers. Donc c'est une clinique où il y a une partie des lits qui sont réservés pour les dépressions. Alors on l'a vu dans ce reportage, il y a plusieurs techniques de neurostimulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la sismothérapie? Alors la sismothérapie, c'est vraiment le traitement de référence de la dépression résistante et chronique. C'est un traitement très efficace. On a une amélioration presque en 2 semaines, mais parce que ça nécessite quand même une mise en place d'une organisation très complexe avec des anesthésistes au bloc opératoire. Cette technique elle est réservée vraiment pour les patients très très atteints, aussi pour les personnes âgées qui ne supportent pas le traitement médicamenteux qui peut être aussi affecter aussi les troubles cognitifs avec le traitement des psychotropes. Ça peut être aussi indiqué chez les personnes âgées. Alors cette sismothérapie peut s'associer à d'autres types de traitements. Alors bien sûr, la sismothérapie elle est limitée dans le temps, on va jusqu'à 8 séances maximum. Après il faut un relais par une chimiothérapie, c'est-à-dire un traitement médicamenteux, un psychotrope. Alors après on a vu dans le reportage, il y a la stimulation magnétique transcrânienne où on va cibler une partie du cerveau qui est le PDG du bonheur, qui va le stimuler. Et à ce moment-là, le patient, par contre il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a aucun risque. Et là on fait une vingtaine de séances du lundi au vendredi pendant 4 semaines. C'est des séances de bien-être, quoi. C'est un peu plus parce que, oui, on met aussi la télé pendant la séance, 1, 2, 3 santé, certainement. Ah oui, surtout. Et c'est vrai que... et bien sûr, on fait toujours une évaluation parce que vous savez, tous ces patients, ils sont évalués en J-1, J+10, J+20 pour la stimulation magnétique ou pour la sismo J-1, J+4, J+8. Et normalement, ces évaluations qu'on fait, on remarque s'il y a une amélioration ou pas. Parce que s'il n'y a pas d'amélioration, le bénéfice-risque ne nécessite pas de continuer le traitement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages sur ce sujet important. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Bel bonjour. Tout le monde j'attends de parler de dépression. À part un petit peine à des jours là, non, pas talent, nous qu'à parler de l'heure qu'a fait messieurs ou bien ou triste pendant un bel moment. Souvent de fois, moun qu'a pensé ça qu'arriver inquiet après en mortalité. Eh ben, à pas ça. Je dis là, yo fait nous comprendre que ça qu'a dépendre en lot facteur. Ça peut dépendre de génétique, de là où arrêté ou alors des gens qui fréquenté, là où levé ou même des familles. Pas ni l'âge, on dit ça pas ni l'âge pour tomber en dépression. Les gens qui dit que les femmes plus exposées à des affaires à violence et conditions à travail. D'ailleurs pour yen, même accoucher peut être en cause à dépression. Vous savez, faut nous aussi jeter en yeux si ces grands monde là qui plus facile à faire dépression. Yo dit nous, ni ça aussi qui existait à dans travail, yo ka créer ça burn-out. Ces jours là ça, les affaires confinement là, nous peut pas sortir. Moun inquiète. Mauvaise information qu'a monter et descendre. Tout ça qu'a fait que vous pouvez tomber en dépression plus facilement sans même vous rendre vous compte. C'est vrai, là où vous senti mal, ou pas envie de parler. Pourtant, parler c'est la première étape là pour commencer à guérir. Médecin là pour écouter, puis parler puis des médicaments pour aider à mieux. Par contre, là c'est trop grave, vous pouvez faire ça, vous pouvez crier en neurostimulation. Pour éviter de tomber en dépression, songez rester en contact avec la famille, avec les amis et faire des petites activités genre écouter musique pour détendre l'esprit.